et bonsoir à nos spectateurs, participants et bienvenue aux 45 minutes chrono de l'association du paiement. Alors on se retrouve ce soir pour parler du continent africain, des innovations dans les paiements et des parallèles que l'on peut envisager avec le marché des paiements en Europe. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Lionel Baraban. Vous êtes CEO et cofondateur de la société Famoco, une société qui déploie des solutions métiers en mobilité dans le secteur du paiement, mais pas que, des opérations terrain également, de la mobilité urbaine et puis tout ce qui est autour de la vérification de l'identité, le KYC. Donc, rebonsoir Lionel. Bonsoir, absolument, oui. Très heureux d'être là, merci de nous inviter et très heureux de partager notre expérience avec vous. Merci. Et puis nous recevons aussi Guillaume Stutz. Vous êtes Business Unit Manager, Payment and Secure Transaction au sein de Famoco. Et donc, vous nous rejoignez aussi pour partager donc vos expériences. Alors, à nos participants, bien que vous êtes probablement, je suis sûre, aguerris au webinaire, je vous rappelle juste que vos micros et vidéos sont coupés. Sentez-vous libre et à l'aise de poser toutes vos questions. Faites des remarques. Vous avez un Q&A qui est prévu en bas de votre écran et on prendra le temps, une dizaine de minutes, voire 15, pour répondre à toutes vos questions. Eh bien, pour démarrer sans tarder, Lionel, pouvez-vous nous dire quelle est la situation au sein du continent africain et son évolution, notamment dans les paiements? Merci Sophia. Alors, d'abord, avant de parler du continent africain, je voudrais juste resituer quelques éléments. Peut-être le premier élément, c'est sa qualité géographique. Quand on pense Afrique, on pense à un continent, mais on avait préparé une petite image qui montre qu'en réalité, si on prend le continent africain, sa taille, dans le continent africain, je peux mettre les États-Unis, la Chine, l'Inde, une partie de l'Europe, et j'ai encore de la place. Donc, on a du mal à envisager la taille de ce continent. C'est quasiment un continent monde. Donc, je rappelle, hein, les États-Unis, la Chine, l'Inde, tout ça tient dans le continent africain. Donc, la première chose qui est très étonnante dans le continent africain, c'est sa taille. Ensuite, sa diversité, parce qu'il y a beaucoup plus de différences entre, même si je ne parle que de l'Afrique de l'Ouest, il y a plus de différences entre un Africain qui vit à Abidjan et un Africain qui vit à Kinshasa, qu'un Européen qui vit à Paris et un Européen qui vivrait en Suisse ou au Portugal. Donc, il y a une très grande diversité d'ethnies, de langues, évidemment, la taille du continent. Un autre élément peut-être important pour parler du continent africain, c'est en termes de digitalisation. En Afrique, 97% des connexions Internet se font à partir d'un téléphone portable. Donc, la mobilité, c'est vraiment le premier vecteur de digitalisation en Afrique, avec un vrai leapfrog effect. C'est un continent qui n'est pas passé par l'ordinateur pour sa digitalisation et qui a embrassé la digitalisation directement par le téléphone mobile. Donc, tout le monde utilise un téléphone mobile pour le paiement, mais pas seulement. Et donc, les paiements, c'est vraiment sur le téléphone mobile. Et puis enfin, peut-être autre chose qu'on peut dire sur le continent africain, c'est son taux de bancarisation. Si je prends simplement la RDC comme exemple, le taux de bancarisation à RDC, c'est 6%. Donc, alors 6% de bancarisation, et c'est un taux très faible, c'est un des taux les plus faibles au monde. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez parlé effectivement de ce grand continent africain. Si on fait un petit point côté moyens de paiement, combien approximativement peut-on recenser de moyens de paiement? Alors, sur tout le continent africain, il y a, maintenant ça change tous les jours, il y a peut-être un nouveau moyen de paiement qui arrive toutes les semaines. Le dernier chiffre à date que j'ai pu voir, c'est 158 moyens de paiement sur tout le continent.
Et quand on parle de moyens de paiement, on parle évidemment, alors il y a ce petit slide qui est effectivement intéressant, merci Sophia de le montrer, c'est quand on regarde l'histoire des paiements, on a un espèce d'encéphalogramme plat des années 50 jusqu'aux années 2000, et il y a une véritable explosion des moyens de paiement. Et cette explosion des moyens de paiement, on la voit en particulier en Afrique. Alors évidemment, on a tous entendu parler des paiements mobiles, donc les mobile payments. Chaque opérateur est devenu un acteur du paiement à part entière. Ça a d'ailleurs complètement refaçonné, et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais même socialement, l'Afrique. Mais le paiement, il est multimodal par essence en Afrique. C'est-à-dire que vous avez des moyens de paiement qui utilisent des cartes, des closed loop. Vous avez des moyens de paiement qui utilisent des open loop, donc Visa, Mastercard. Vous avez des moyens de paiement locaux. Donc les pays sont en train beaucoup de pays sont en train de s'équiper de systèmes de paiement propres à chacun des pays. Et puis vous avez des QR codes, les WeChat Pay, Alipay, mais aussi M-Visa, Masterpass, qui sont les solutions QR code de Visa et de Mastercard. Et puis, vous avez de la biométrie. Alors, la biométrie est en train d'arriver partout en Afrique. Par exemple, on peut parler par exemple de ce qui est en train de se passer au Ghana, avec un moyen de paiement biométrique qui permet de payer les fonctionnaires, les retraites et ces choses-là. Et puis évidemment les mobile money qui sont de l'échange peer-to-peer depuis un compte téléphonique vers un autre compte téléphonique. Donc la multimodalité des moyens de paiement, c'est ce qui caractérise l'Afrique aujourd'hui. Alors justement, vous parlez donc plusieurs moyens de paiement, notamment la biométrie et puis d'autres moyens de paiement. Alors selon votre expérience, parmi ces nouveaux moyens de paiement, lequel d'entre eux pourrait être le plus populaire en Afrique, Guillaume? Oui, merci Sophia. Moi, je pense qu'il faut rappeler quand même que le cash reste le moyen de paiement préféré et encore souvent le seul moyen de paiement disponible. Néanmoins, on voit quelques tendances avec les événements récents. Une première chose que je voulais dire, c'était sur le mobile money. Effectivement, c'est une technologie qui existe maintenant depuis quelques temps, qui est très installée. Mais en ce qui concerne le paiement marchand, qui, à mon avis, occupe beaucoup des membres de l'association du paiement et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui autour de cette conférence, le mobile money n'est pas encore très, très utilisé pour différentes raisons. Le mobile money est vraiment un moyen universel ou quasi universel de transférer de l'argent d'une personne à une autre. Ça peut être aussi un moyen de plus en plus utilisé par les gouvernements pour distribuer des fonds. Mais en ce qui concerne le paiement marchand, il reste des blocages qui sont liés à notamment la structure tarifaire que les opérateurs mobiles imposent aux commerçants, qui fait que voilà, il est des fois compliqué d'utiliser son téléphone pour payer sur un marché. Et il n'y a pas longtemps, il y a une étude de la Banque africaine de développement à ce sujet. Et ils ont envoyé quelqu'un sur un marché à Nairobi au Kenya sans cash pour essayer de faire ses courses sur un marché alimentaire. Et en fait, il n'a pas réussi. Le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de trouver quelqu'un qui pouvait échanger son mobile money contre du cash, mais tous les commerçants avaient refusé. Donc ça, c'est un premier élément de contexte. La deuxième chose qui est en train de bouger et qui est quelque part quelque chose d'assez récent, j'ai eu les chiffres il n'y a pas longtemps des moyens de paiement utilisés au Ghana sur 2019 et 2020. Donc le Ghana est très avancé, un pays un peu discret mais, par rapport à ses voisins, mais très avancé sur l'innovation autour des paiements. Et donc ce que l'on voit, c'est sur 2020, sans doute à la faveur du Covid, si on peut tourner la phrase comme ça, une augmentation des transactions en QR code. Et donc des paiements marchands qui utilisent le QR code. Alors, ce n'est pas une technologie nouvelle. La première fois que j'ai vu ça en Afrique, ça devait être en Guinée en 2016. Il y avait des grands panneaux publicitaires de Mastercard et Visa sur le lancement de M-Visa et Masterpass, comme le disait Lionel. Mais jusqu'à une période très récente, je n'ai pas vu beaucoup de transactions tourner sur ces moyens de paiement. Donc, le Covid est peut-être en train de changer ça.
puisque c'est un moyen économique pour les marchands de se faire payer et aussi très cohérent avec les mesures de distanciation sociale. Et le dernier point sur, disons, notamment sur l'Afrique, mais aussi sur l'Inde, où Famoko a une représentation, donc c'est un marché qu'on connaît assez bien. On voit un essor assez récent, en tout cas de mon point de vue, des technologies de Visa et de Mastercard, mais sur le domaine du prépayé. Donc le taux de bancarisation est effectivement très bas. Comme Lionel l'a dit sur le Congo, c'est des chiffres qu'on retrouve sur d'autres pays. Donc ce qui explique qu'il y a très peu de cartes bancaires. Mais il y a ce phénomène autour du prépayé qui est intéressant, puisque c'est avec des fintechs africaines qui sont, disons, rapprochés de Visa et de Mastercard et qui ont lancé également avec le support de banques des moyens d'émission simple, rapide de cartes prépayées, avec un KYC limité, avec évidemment des plafonds sur les dépenses que l'on peut faire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, où j'étais récemment, on a pas mal de cartes prépayées qui sont émises pour, en premier lieu, pouvoir prendre des transports publics. Donc, il y a une convergence entre le paiement et également un applicatif métier qui est intéressant. Et voilà ce qu'on peut dire sur, en tout cas de notre modeste point de vue, des tendances qu'on a pu constater sur nos derniers déplacements et nos dernières analyses de la zone. Oui, donc si je comprends, bon, il y a le cash, le mobile money qui est encore un peu utilisé, si je comprends bien. Le QR code peut être lié à l'accélération de la digitalisation liée au Covid. Et puis, les moyens de paiement traditionnels comme la carte prépayée, qui est notamment en croissance. Alors, je reste avec vous, Guillaume, un instant, parce que je voudrais savoir, selon vous, comment est-ce que la mobilité, globalement, a révolutionné les économies africaines? Je dirais même que la question, ce serait plutôt comment est-ce que la banque à distance, le branchless banking, facilite l'inclusion financière. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est lié avec le dernier point sur les moyens de paiement, donc ces fameuses cartes prépayées dont on parlait. Donc, comme je le disais, c'est des cartes qui peuvent être émises sans forcément être adossées à un compte bancaire complet, donc avec tout ce que ça implique. Et en Afrique, et dans les pays émergents, c'est un point très important, puisque quand on regarde comment les banques sont déployées, et comment elles se sont déployées voilà, ces dernières dizaines d'années. Par exemple, quand on regarde typiquement les filiales de nos grandes banques françaises en Afrique, ce sont des banques urbaines. Donc, si on peut, un moyen d'analyser leur taille et leur présence, c'est de regarder le nombre de leurs agences. Et en fait, on constate qu'il y en a globalement assez peu et que ces agences sont surtout dans des zones urbaines. Et en fait, il y a des explications très rationnelles à cela. C'est dans les zones urbaines, dans les grandes villes, qu'on trouve des gens avec disons, un niveau de vie cohérent avec le coût des services bancaires. Et aussi, ça coûte très cher dans des pays où les infrastructures sont très limitées, d'aller ouvrir des agences bancaires en dehors des capitales, d'aller installer des serveurs, d'aller tirer des câbles pour connecter l'agence avec comment dire, le core banking system. Même la connectivité peut être aussi un challenge parfois. Donc, il faut mettre des groupes électrogènes, etc. etc. Donc, c'est vraiment des aspects très concrets, très pragmatiques qui expliquent en gros pourquoi les banques se sont souvent limitées aux grandes villes. Donc, la mobilité, les technologies mobiles ont changé cela. Ça prend du temps. Je pense que les banques aussi sont un petit peu, comment dire, on veulent émuler le succès des opérateurs mobiles et des mobile money, et donc se lancent dans des projets de branchless banking et d'agency banking. Donc, ça consiste à pouvoir livrer des services bancaires, donc typiquement de l'enrôlement de clients, la création de comptes, la création de produits plus ou moins sophistiqués, le moins sophistiqué étant une carte prépayée, vers le plus sophistiqué, des produits d'épargne ou de financement, de prêt. Il est désormais possible de faire tout ça en mobilité. Alors ça paraît assez simple, on dit ok, on a des mobiles, on a des tablettes, on en fabrique chez Famoko, mais dans le domaine bancaire, ça a mis du temps à se mettre en place aussi, parce que l'informatique d'une banque, notamment ces fameux core banking systems, n'est pas forcément adapté à ce type d'usage. Donc, je vois vraiment une accélération des projets d'agency banking de manière très récente. Par exemple, si on prend un fournisseur très connu en France de logiciels de core banking, il vient à peine de lancer ses modules d'agency.
d'agency banking. Donc c'est un phénomène nouveau et qui reprend ce phénomène de leapfrogging dont on parlait tout à l'heure, vraiment lié aux technologies mobiles. Les banques africaines, les nouvelles et les anciennes, ne vont pas passer par l'ouverture de plein d'agences sur le territoire pour se développer, mais vraiment s'appuyer sur des technologies mobiles qui deviennent de plus en plus performantes, sécurisées et adaptables. Merci Guillaume. Lionel, un complément peut-être sur la partie mobilité? Alors oui, peut-être juste un mot sur un mot sur les mobile money, parce que les mobile money ont quand même complètement changé le visage de l'Afrique dans beaucoup de pays, et notamment la position des femmes en Afrique. Je pense que les mobile money ont permis aux femmes en Afrique de se faire payer, d'avoir un compte en banque très très simplement associé simplement à leur carte SIM. Et ça a radicalement changé les rapports de force et les sociétés en Afrique. Il faut rappeler quand même qu'en Afrique, ce sont des sociétés matriarcales. Les femmes travaillent beaucoup, les hommes boivent plus. Et donc, une société matriarcale, pouvoir payer les femmes, ça a énormément fait avancer la situation des femmes en Afrique. Et donc, je pense que c'est très important de le signaler, parce que c'est par le paiement qu'on a participé à un changement sociétal très important. Oui, donc un fort impact sociétal. Merci Lionel. Alors faisons un petit point maintenant sur l'interopérabilité. Donc vous me parliez effectivement du côté un peu multimodal des moyens de paiement. Où en est-on en termes d'interopérabilité en Afrique, et quel constat faites-vous et que vous pourriez partager avec nous? Alors, un constat simple pour démarrer, il n'y a pas d'interopérabilité. En Afrique, on a ces images assez drôle de ce qu'on peut voir chez un marchand typique en Afrique. Il y a 158 moyens de paiement. Alors, quand on parle d'interopérabilité, nous, en Europe, on a l'habitude de penser à interopérabilité déjà entre les pays. L'interopérabilité en Afrique, il faut commencer à la penser non seulement à l'intérieur d'un même pays, mais même à l'intérieur d'un même système de monnaie. Il faut savoir que si je prends simplement les mobile money, dans un même pays, prenons par exemple la Côte d'Ivoire, si j'ai de l'argent sur mon compte Orange Money, je ne peux pas transférer sur mon compte M-Pesa, qui est le mobile money de Vodacom. Je suis obligé d'aller chez un petit marchand, comme celui qu'on voit là à gauche, de passer par ce qu'on appelle du cash out. Donc, je vais transformer mes unités de valeur Orange en cash, et ensuite, je vais recréditer un compte M-Pesa. Et c'est comme ça que je vais pouvoir transférer de l'argent d'un compte Orange Money vers un compte M-Pesa. Donc, déjà, on a un problème d'interopérabilité au sein même d'un système dans un pays. Alors ensuite, quand on pense à interopérabilité, il faut déjà pouvoir transférer de l'argent entre une mobile money et un système bancaire classique, entre une mobile money et un système biométrique, par exemple. Et puis ensuite, évidemment, on a l'interopérabilité entre les pays. Et je pense que l'interopérabilité est un tel enjeu en Afrique, parce qu'on comprend bien que créer de l'interopérabilité entre 158 moyens de paiement, c'est une tâche absolument impossible. L'interopérabilité devient un service. Et il y a un paradigme qui change complètement en Afrique, c'est-à-dire que l'interopérabilité devient un service, donc je paye un service d'interopérabilité. Et cette interopérabilité, elle n'est pas nécessairement donnée par les back-ends, c'est-à-dire que la façon dont nous, on a pensé en Europe l'interopérabilité, c'était rendre les back-ends des banques compatibles les uns avec les autres, rendre les schemes compatibles les uns avec les autres, en créant de la norme, de la réglementation. On pense évidemment à EMV. En Afrique, c'est très différent, parce qu'il y a des néobanques qui émergent tous les jours, des nouveaux moyens de paiement, des wallets qui émergent tous les jours, et créer l'interopérabilité, ça ne peut pas être fait à partir des back-ends. Alors, il y a eu des grandes initiatives. Je peux parler par exemple de l'initiative Mowali, entre donc un grand partenariat qui a été signé il y a quelques années entre MTN et Orange, qui finalement a je pense,
toujours en cours, mais n'a pas le succès escompté. Il y a aussi un grand projet d'interopérabilité poussé par Bill and Melinda Gates Foundation, qui s'appelle Mojaloop. Donc, c'est un enjeu énormément porté par la Banque mondiale, par les grands bailleurs, mais qui ne pourra pas avoir lieu comme on en a l'habitude en Europe, c'est-à-dire par les back-ends, mais qui a lieu sur les terminaux. C'est-à-dire que c'est une interopérabilité d'usage. C'est la possibilité de donner à un marchand, à un agent, un terminal, un POS sur lequel on va pouvoir installer les différentes solutions de paiement, une solution de paiement biométrique, une solution de paiement par carte, une solution de paiement Visa Mastercard, une solution de paiement QR code et une solution de paiement mobile money. Et donc, cette interopérabilité, elle ne va pas être faite sur les back-ends, mais directement sur le terminal. Et puis, il y a des startups, des néobanques, des nouveaux acteurs qui, notamment ce qu'on a appelé les acteurs du bill payment, qui sont en train d'émerger partout en Afrique. On pense par exemple à Faori en Égypte, mais à Interswitch au Nigeria, donc qui fournissent l'interopérabilité comme un service, et c'est un changement de paradigme complet. Merci beaucoup Lionel. Changement de paradigme. Alors, on a abordé ensemble l'aspect mobilité, l'interopérabilité. Alors, quid de la souveraineté des données? Dites-moi, Lionel, justement, quels sont les enjeux de la souveraineté des données dans ce continent africain? Alors, c'est un enjeu gigantesque. On parlera un petit peu tout à l'heure de quels sont les enseignements de l'Afrique pour l'Europe, mais c'est un enjeu gigantesque. On a vu tout à l'heure, je disais tout à l'heure que 97% des connexions Internet sont faites à partir de téléphones portables, à partir de téléphones mobiles. Aujourd'hui, les outils du B2C qui ont été développés pour le B2C, avec un deal originel qui a été passé entre les consommateurs et les fournisseurs de technologie, qui est en gros, j'ai un portable avec des centaines de milliers de lignes de code qui créent l'operating system, et ces lignes de code, elles sont gratuites contre la possibilité qu'a le fournisseur d'OS de me profiler. Et même si tout le monde tortille un petit peu en disant « oh là là, mes données », en réalité, je pense que fondamentalement, on a accepté ce deal. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas retourner sur TomTom. En fait, Waze me va très bien et je ne suis pas prêt à repayer 10 € par mois pour aller chez TomTom, ou je ne vais pas retourner chez CompuServe ou Lotus Notes, qui sont des noms du passé aujourd'hui. Donc, ce deal a été passé. Maintenant, si on est profilé à partir d'un téléphone B2C, en tant qu'individu, ce n'est pas du tout la même chose lorsque ces outils commencent à être utilisés pour faire du paiement, de la santé, de l'identité, lorsque un téléphone est donné à un policier, à un agent des douanes, à un postier, à un médecin. Donc, ces outils du B2C qui entrent dans le B2B et qui continuent à profiler non plus des utilisateurs, mais cette fois-ci des pans entiers de l'économie et des usages, créent une perte de souveraineté des données terrible. Il faut comprendre que, et ça c'est valable pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe, la donnée qui est générée par la digitalisation de ces métiers-là est une matière première qui est, de mon point de vue, pas moins importante, surtout quand on est en Afrique, que le nickel, l'or, le cuivre ou le cacao. C'est une véritable matière première, et c'est la matière première à partir de laquelle on va créer de nouveaux usages, on va créer les algorithmes de l'intelligence artificielle, on va comprendre les usages des habitants. Donc, c'est une matière première qui doit appartenir soit au pays, soit aux fournisseurs de services et pas aux fournisseurs d'OS. Donc, de mon point de vue, la mobilité a pris une telle importance en Afrique. Ces outils sont utilisés tels quels dans des conditions d'usage particulières. On pense au paiement, on pense à l'identité, on pense à la sécurité, on pense au transport, on pense à la santé, et ils deviennent de véritables colonies digitales. Et on se rappelle, hein, et les pays africains savent bien, j'étais à Kinshasa la semaine dernière, on comprend bien ce que c'est qu'une colonie. Une colonie, c'est des entreprises qui extraient le minerai, la matière première,
qui l'enrichissent, qui créent de la valeur ajoutée, qui est revendue à ce pays sous forme de produits transformés. Et c'est exactement ce qui se passe avec la data. Cette data est extraite de ces outils et ensuite, elle leur est revendue. Donc, je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté des données à utiliser tous ces outils venant du B2C pour le paiement, qui est un enjeu très important. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que il y a encore un an ou deux, ce n'était pas un enjeu qui était au cœur des préoccupations des gouvernements africains. Parce que le besoin de digitalisation était tellement grand qu'ils disaient, bon, OK, on nous pique un peu de données, mais ce n'est pas très grave, j'ai besoin d'aller vite. Je pense que depuis 18 mois, 12 mois, tous les gouvernements commencent à prendre conscience de l'importance qu'ont ces données, de la perte de souveraineté que constituent ces fuites de données pour eux, que c'est une façon d'obérer un petit peu de leur avenir, et qu'on voit émerger dans tout un tas d'appels d'offres. On a la chance de travailler, par exemple, avec les Nations Unies, et je pense que dans notre travail avec les Nations Unies, le fait de protéger les données, de protéger la souveraineté des données a été un élément critique. Donc, on voit de plus en plus, dans de plus en plus d'appels d'offres, des pays africains qui se soucient de ce problème de souveraineté des données. Et juste pour terminer là-dessus, je pense qu'en France, on a une voix qui est particulièrement audible quand on parle de souveraineté des données. On a été à l'origine, avec la CNIL, de la RGPD. On a une compétence reconnue mondialement là-dessus. Et que pour les pays africains qui sont quand même dans un étau entre les États-Unis et la Chine, la voix européenne, et en particulier la voix française, quand on leur apporte des technologies, est particulièrement audible et appréciée. Merci Lionel. J'en profite pour être un peu dans l'interaction avec nos participants. J'ai quelques remarques et des questions. Je vais vous les soumettre. Donc j'ai Thierry Spanjar, bonsoir, qui dit que colonie digitale entre guillemets, quand WeChat et Alipay sont présents, quand la Chine fournit des systèmes d'identité nationale entièrement en ligne, on voit bien qui est le colonisateur. Les Africains sont-ils conscients et vont-ils vers le choix de solutions européennes plus respectueuses des droits individuels ou vers des modèles autochtone. Je ne sais pas s'il y a une erreur de... Autochtone. Bonjour Thierry. Bien sûr qu'on voit très bien qui sont les colonisateurs. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience maintenant. C'est-à-dire que j'étais encore la semaine dernière avec, par exemple, le conseiller du président numérique en République démocratique du Congo, ou de derniers échanges qu'on a eus en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je pense aussi au Ghana, je pense au Nigeria. Tous ces pays-là, maintenant, il y a vraiment un changement qui s'est fait, qui s'est opéré, et je pense que c'est très notable. Et les Chinois vont moins en Afrique en ce moment, les Américains n'y vont plus. Donc, je pense que globalement, notre économie, notre association, nos membres, c'est le moment d'y aller parce qu'ils sont de plus en plus à l'écoute. Et je pense qu'il y a un vrai changement. Une question d'un spectateur anonyme. Alors, sur le mobile paiement, combien d'utilisateurs en Afrique équipés, équitables? J'ai pas les derniers chiffres. Peut-être que Guillaume les a. J'ai pas les derniers chiffres. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les mobile payments en Afrique servent à payer leurs factures essentiellement. Donc, on paye son électricité, on paye son téléphone, on paye ses billets d'avion, on paye tous les utilities, on paye l'école avec les mobile money. Et dans l'essor des mobile money, ce qu'on a vu très, très fort, c'est que lorsque des États ont décidé de mettre un grand coup d'accélérateur sur la digitalisation, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le grand coup d'accélérateur des mobile money en Côte d'Ivoire, c'est le moment où le gouvernement de Côte d'Ivoire a dit les frais scolaires sont payés sur des mobile money. Plus de cash. Et donc, et ça a donné un coup d'accélérateur monstrueux sur ces solutions. Donc, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ou si je regarde plus à l'est, le Kenya,
je ne peux pas vous donner de chiffres, mais quasiment tout le monde a un compte Mobile Money. D'abord parce que c'est très, très simple, hein. Je rappelle, il y a 2 niveaux de KYC. Il y a un premier KYC qui est très, très simple. Il suffit d'avoir une carte SIM. Et quand j'ai acheté la carte SIM, j'ai fait un petit KYC pour acheter ma carte SIM. Et ça, tout seul, ça suffit pour avoir un premier compte Mobile Money, qui est un compte, ce qu'on appelle low KYC, sur lequel le montant de mes transactions est limité. Et ensuite, je vais devoir faire un KYC plus robuste pour pouvoir augmenter le montant de mes transactions. Mais comme tout le monde a un téléphone, tout le monde a une carte SIM, quasiment tout le monde a un compte Mobile Money. Donc, en regardant rapidement sur les chiffres de la GSMA, il parle de 400 millions de comptes. Tous ne sont pas actifs. Et effectivement, il faut bien comprendre que on se procure une carte SIM très facilement dans la rue en Afrique et qu'il est très simple d'ouvrir un compte Mobile Money. Il est plus contestable, disons, de dire si l'ensemble de ces cartes SIM sont réellement actives. Il y a encore un petit peu de différence entre l'Est et l'Ouest. Donc, c'est le Kenya qui est le pays où Mobile Money a été quelque part inventé. Et son utilisation est quasi universelle et quotidienne. L'Afrique de l'Ouest s'y est mise un peu plus tard. Mais voilà, revenant pour ma part de Côte d'Ivoire, oui, virtuellement, tous les titulaires adultes d'un compte téléphonique, une carte SIM, généralement ont accès à la mobile money. Merci Lionel, merci Guillaume. Alors je reste avec vous Guillaume. On a parlé donc vraiment du continent africain, mobilité, interopérabilité, souveraineté des données. Quel parallèle peut-on faire entre ces pays émergents que vous venez de nous citer, comme l'Afrique, l'Inde, et puis l'Europe, Guillaume? Oui, alors on peut en faire plusieurs. Je pense que le point de départ, c'est de dire que du point de vue d'un Français, d'un Européen, on a plein de raisons d'être surpris quand on va en Afrique ou en Inde. Il y a plein de choses qui sont très dépaysantes. Mais en ce qui nous concerne, sur les sujets du paiement et de la technologie, moi, ce qui me frappe surtout, c'est la grande convergence et finalement la grande similarité entre nos aspirations, les aspirations, les attentes d'un marchand, d'un consommateur africain et celles d'un marchand ou d'un consommateur européen. Et au-delà de cette similitude d'aspiration, il y a aussi finalement une convergence technologique, c'est-à-dire que Lionel le disait, il était en RDC, j'étais en Côte d'Ivoire, on avait d'autres gens en Tanzanie, on a un représentant en Ouganda. On communique tout le temps et sans interruption, puisque la mobilité, les données mobiles sont disponibles maintenant de manière très universelle. Il y a encore 1 an et demi, 2 ans, je racontais tout le temps que finalement les solutions de paiement qui dépendaient du téléphone mobile auraient du mal à prendre en Afrique, puisque les gens n'avaient pas de smartphone. Et même s'ils en avaient un, ils n'avaient pas forcément accès à de la donnée mobile. C'est plus du tout vrai aujourd'hui. Et il est très comment dire, facile, j'allais dire dangereux, pour un Européen, pour un Français, finalement d'arriver en Afrique avec des idées préconçues qui finalement deviennent dépassées en quelques années. Et voilà, il est très facile d'arriver avec des préjugés très, très périmés. Donc ça, c'est le premier point, la convergence, le parallèle entre les conditions finalement de vie, en tout cas en ce qui concerne le paiement et la disponibilité des services en mobilité. Le deuxième parallèle que je voulais mentionner, c'était sur finalement les trajectoires des entreprises. Donc on a parlé des banques, on parle souvent en Europe dans nos gazettes, j'allais dire, et sur nos fils LinkedIn, des grands succès des néobanques, des Revolut, des N26 et autres. Et au final, ce sont des sociétés qui sont créées avec beaucoup de succès en tablant sur finalement la virtualité ou la mobilité ou l'utilisation des smartphones. C'est jamais que finalement la stratégie de beaucoup de banques aujourd'hui en Afrique. L'Afrique, l'Inde regorge de finalement fintech qui sont peut-être un peu moins connus
chez nous, mais qui n'ont rien finalement à envier en termes de technologie, de savoir-faire et d'ambition, rien à envier à ceux qu'on peut trouver en Californie. Donc, par exemple, nous, on commence à travailler avec une société qui s'appelle Pine Labs en Inde, que Mastercard a racheté en partie. Et en fait, c'est un Stripe indien. Et ils n'ont pas besoin de sortir d'Inde pour devenir une licorne, parce qu'il y a suffisamment de choses à faire là-bas. Mais voilà, c'est un deuxième parallèle, c'est-à-dire que l'industrie du paiement qui était disons, très calme pendant toutes ces années, comme le rappelait Lionel, chez nous est devenue une industrie tout d'un coup très attractive, très excitante à plusieurs titres. C'est la même chose dans ces pays-là. Et le dernier parallèle, c'est cette tension finalement entre l'aspiration à utiliser des technologies globales, des technologies qui sont portées par des sociétés chinoises, américaines, européennes, et puis le besoin de souveraineté. Et moi, le parallèle, je ne suis pas sûr que ce en soit un finalement, mais l'expérience que l'on a au Ghana avec la Banque centrale, ce que je trouve vraiment étonnant avec l'activité de cette banque centrale, c'est sa rapidité et sa capacité à organiser le secteur du paiement de manière très rapide et dans une direction qui est la plus protectrice possible de la souveraineté des données, des métadonnées des Ghanéens. Et donc, par exemple, quand Mastercard, Visa ont lancé les QR codes, certaines banques se sont appropriées cette technologie, avaient commencé à construire des systèmes en silo, c'est-à-dire il fallait que le marchand soit affilié à cette banque pour pouvoir interagir avec un consommateur qui allait aussi avoir un compte dans cette même banque. Donc, recréer ces effets de silo. Et la Banque centrale a réussi à éteindre ces initiatives très vite et à créer un schéma de QR code national, interopérable, et qui aujourd'hui, disons, est approprié par l'ensemble des banques de la place. Donc, il y a cette volonté de garder une souveraineté, tout en, on ne parle pas de protectionnisme, parce que les Ghanéens, au Ghana, c'est un petit pays, c'est 25 millions d'habitants, il y a, je crois, 80 banques qui utilisent toutes les technologies du moment. Mais il y a cette agilité, cette rapidité à prendre les régulations au bon moment. Je ne sais pas aujourd'hui si on aura la même agilité du côté de nos régulateurs à nous, plus proches de nous. Merci Guillaume. Lionel, peut-être un petit complément justement sur ces parallèles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Souvent, on a souvent regardé, on s'est souvent vu en Europe comme le phare de ces pays en termes de technologie. Aujourd'hui, je pense que le phare a un peu changé de continent. Si on veut imaginer ce que seront les paiements en Europe dans 5 ans, alors peut-être qu'il faut aller regarder vers l'Inde, vers New Delhi, vers Bombay, vers en Ouganda, au Rwanda, si on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, évidemment au Kenya, on en a parlé. Et en réalité, ces changements sont déjà là. On les voit peut-être pas encore, mais je pense, je vais parler à notre ami Cyril Chiche de Lydia. Lydia était inimaginable il y a encore 5 ans, et pourtant c'est une réalité aujourd'hui. C'est un grand succès. La multimodalité, elle existe, elle est entrée dans nos vies de façon différente. Mais donc, je pense que l'éclatement des paiements, la multimodalité, une interopérabilité différente que celle qu'on a imaginée avec des grands régulateurs est en train d'arriver. Puis enfin, quand je vois EPI et les grandes initiatives européennes qui, pour une fois, se soucient de nos données, de la souveraineté des données et se doter d'éléments transactionnels européens, je me dis qu'on va dans la bonne direction. Donc oui, il y a beaucoup de parallèles et de mon point de vue, ils sont très enthousiasmants. Merci Lionel. Comme vous avez parlé, vous avez évoqué EPI et donc tout ça autour de la souveraineté des données. Selon vous, Lionel, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter par rapport aux initiatives et aux travaux qui sont actuellement? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que par rapport notamment au GAFA, à la data?
Alors, moi, je vais prêcher évidemment pour ma paroisse, mais je pense que on est tous en train de voir, il y a eu récemment une proposition de loi qui a été portée par certains membres d'ailleurs de l'association autour de l'utilisation des téléphones pour l'émission de cartes et le fait que certains acteurs bloquent complètement leurs operating systems pour laisser nos industries de la monétique hors de ce champ-là. Je pense que, je disais tout à l'heure que le problème, ce sont les outils du B2C, avec le deal originel qui a été passé entre les GAFA et les consommateurs autour de leur business model, c'est celui de la gratuité contre le profilage. Alors, il faut que ce business model-là ne soit pas le business model retenu pour l'Europe, en tout cas pour le B2B. Et pour le B2B, quand on utilise des appareils en mobilité, ils doivent répondre à des critères différents de ceux du B2C quand on les utilise dans le B2B. Donc, pour parler, dire quelques mots de Famoco, nous, on développe un OS dégooglisé. Un OS dégooglisé, c'est un OS qui reste un OS Android, sécurisé, sur lequel on peut porter des applications d'identité, de paiement, transactionnel, mais qui ne renvoie pas de métadonnées à Google, qui garde l'ensemble des métadonnées propriétaires du fournisseur de service pour améliorer son service, mais pas partagé avec Google. Et je pense que de plus en plus, ce type, et on a vu par exemple avec l'ANSSI, des initiatives très similaires. Donc, je pense que ce type d'initiative qui disent les outils du B2C avec le deal passé dans le B2C doivent rester dans le B2C, dans le paiement, l'identité, la transaction au sens large, la santé, le transport, on peut utiliser les appareils mobiles, mais avec une attention aux métadonnées générées un petit peu différente. Et je crois, en tout cas j'ose espérer, qu'on est en train de voir un frémissement de ce type de réglementation arriver, porté par l'Europe. Et on a la chance en Europe d'avoir un commissaire, Thierry Breton, qui est sensible à ces sujets-là. Donc voilà, donc je pense que oui, ça va finir par arriver. On va finir par se réveiller en Europe, c'est bien. Merci Lionel, on a pas mal de questions et le timing est en train de tourner. Très rapidement, Denis Le Sieur, bonsoir Denis. Concernant les systèmes de paiement par carte, on voit que beaucoup de banques qui les proposent sont liées soit à des banques françaises dans les anciennes colonies, soit à des banques anglaises pour les anciennes colonies britanniques. Est-ce que ces systèmes ont tendance à se développer, notamment, que pensez-vous du scheme JIM? Alors, JIM-MOA, c'est une bonne question. Oui. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a une super initiative, JIM-MOA. Je pense que ce qu'on voit de plus en plus, et on a plusieurs exemples, les États, de plus en plus, essayent de créer des schemes locaux. En disant, quand je fais une transaction de Kinshasa à Kinshasa, Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants, la RDC, c'est 100 millions d'habitants. Est-ce que j'ai vraiment besoin de Visa et de Mastercard? Je ne sais pas. Est-ce que je dois collaborer avec eux? Certainement. Mais est-ce que je dois pour autant donner mon scheme local à Visa et Mastercard? Je ne suis pas sûr. Donc, on voit tout un tas d'initiatives comme JIM-MOA par exemple, mais on voit aussi des initiatives MV Pure qui sont en train d'arriver un peu partout. On voit aussi beaucoup d'initiatives autour de la biométrie. Et j'en dis juste un mot parce que la biométrie dans des schemes, alors Mastercard a tout un tas d'initiatives autour de ça. Et c'est très important parce que c'est utilisé en Afrique comme une preuve de vie. Quand on a une biométrie, c'est qu'on est vivant. C'est le premier. Et dans des pays où l'état civil est un peu défaillant, quand on doit payer un fonctionnaire ou une retraite ou une prestation sociale, la première question, c'est de savoir si la personne à qui je verse cet argent est bien toujours en place et en vie, et de savoir si j'ai bien qu'un travailleur, et donc je peux faire de la déduplication de base. Donc, oui,
je pense qu'il y a plein de schemes locaux qui sont en train d'émerger un peu partout en Afrique. Merci Lionel. Une remarque donc de Marlise Foba. Bonsoir. En Côte d'Ivoire, toutes les cartes SIM sont identifiées et référencées l'âge de l'utilisateur. Bon, c'est une remarque, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, c'est vrai. Voilà. Ensuite, Thierry Spanjar qui nous… 3 questions, donc je vais essayer de les centraliser. Quel est le progrès des instant payments, en particulier en Afrique de l'Ouest, en zone CFA, et quid du nationalisme des systèmes de paiement en zone CFA, BCEAO? Tu veux répondre moi, je ne suis pas un expert là-dessus. Guillaume? Non, moi non plus, juste sur l'instant payment, encore une fois, pour reparler de l'expérience du Ghana, c'est quelque chose que la Banque centrale a mis très discrètement en œuvre déjà depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, un des succès de leur système de QR s'appuie sur les modules d'instant payment qu'ils ont déjà mis en place, qui permet d'avoir pour le commerçant finalement de recevoir ses fonds de manière instantanée, ce qui n'est pas le cas forcément quand on passe par de la mobile money, si on veut le transférer sur un compte bancaire. Donc c'est quelque chose qui est déjà en place. Quant au tiraillement qu'il peut avoir en zone CFA, je ne suis pas non plus un expert de la question. La seule chose que je peux dire, c'est que on a fait, nous, la dernière fois, on a regardé ce qu'il y avait aujourd'hui dans la zone JMUMOA en termes. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est les lecteurs, hein, c'est plutôt l'acceptation des paiements. Aujourd'hui, il y en a 3500 dans toute la zone qui intègrent le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont les 2 plus gros pays. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et je pense que la vraie bataille, c'est est-ce que finalement ce scheme va pouvoir, comment ils vont faire pour garder leur rôle et jouer leur rôle pour organiser l'acceptation des paiements, quels qu'ils soient, autour de leur système sur cette zone-là, alors qu'on a une multiplicité de moyens de paiement. Merci Guillaume. J'ai d'autres questions, on va tenter de les traiter rapidement. Notre président Maurice Blanchard, qui dit Guillaume, très beau tableau, est-ce que c'est africain? Bon, c'est pas une question, mais la question qu'il pose. Merci. Je le rappelle après pour lui en parler. Alors, il vous dit merci pour cette présentation. On voit qu'il existe de très nombreuses solutions de paiement. Qui sont les compétiteurs les plus avancés? D'abord, c'est évidemment le rôle qu'essaient de jouer les grands opérateurs téléphoniques. Hein, donc, les grands opérateurs deviennent des banques. Évidemment, Orange, MTN, Vodacom, Tigo, Airtel, ce sont les plus grands. Ils se font beaucoup la guerre. Dans certains pays, ils commencent à collaborer. Par exemple, en Tanzanie, on a réussi à créer un consortium avec une collaboration entre Tigo, Airtel et Vodacom. Donc, c'est un même écosystème, hein, donc ils se tiennent un peu par la barbichette. Donc, des fois, ils se battent, des fois, ils collaborent en fonction, souvent poussés par le régulateur, d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même les Chinois. Thierry en parlait tout à l'heure, mais oui, les Chinois sont très, très, très présents. Je peux vous raconter une petite histoire, d'ailleurs, qui m'a fait, que je trouve absolument hallucinante. La semaine dernière, j'étais à Kinshasa. J'ai visité la Banque centrale et ils avaient un nouveau bâtiment tout neuf pour faire l'émission des cartes, le provisioning, etc. Donc, ils ont tout leur HSM et tout leur matériel. Et la première chose qui saute, donc le bâtiment est tout neuf, flambant neuf, magnifique. Mais la première chose qui saute aux yeux, c'est que si on a vécu un peu en Chine, on se rend compte tout de suite que c'est du matériel chinois. Donc, c'est encore écrit en chinois. La Chine en Afrique, c'est quelque chose de très important, avec énormément de moyens, énormément d'argent, énormément de propositions très alléchantes. Et oui, je pense que et entre les deux, il y a les banques qui essayent de tirer leur épingle du jeu comme elles peuvent. Donc, pour moi, les grands acteurs, c'est ça. Allez, une dernière question. S'il y avait une solution à retenir pour la pousser en France, ce serait laquelle? Une solution à retenir? Non, je pense que la solution à retenir, c'est la multimodalité.
La solution à retenir, c'est d'être capable de payer, pas avec une solution, mais d'être capable de payer avec un QR code, avec de la biométrie, avec du closed loop, avec de l'open loop, et d'avoir une acceptance multimodale simple. Je pense que il faut ouvrir le marché. Donc, pour moi, ce vers quoi on va inévitablement, c'est vers un système multimodal, c'est vers un système plus ouvert, avec des règles qui doivent protéger les métadonnées, la souveraineté des données. Mais voilà, donc pour moi, c'est vers ça qu'on va de façon, alors je ne sais pas à quelle vitesse, je ne sais pas à quelle rapidité, mais pour moi, c'est vers ça qu'on va. Merci beaucoup, merci Lionel, merci à vous Guillaume. On a abordé pas mal de choses, on aurait pu tenir encore quelques minutes, je suis certaine. Bon, il y a plusieurs travaux qui sont menés en termes de souveraineté numérique et paiement au sein du continent européen. Il n'en reste pas moins que observer d'autres continents, comme on vient de le faire, peut soulever en tout cas des interrogations, peut être source d'enrichissement en termes d'usage, de pratique dans les paiements. Alors, j'ai quand même une dernière question à vous poser avant de vous quitter. Quel est l'avenir de la monétique finalement en France ? L'avenir de la monétique en France, il est d'organiser les paiements. La question, c'est une bonne question, c'est une question profonde que vous posez, Sophia. C'est-à-dire que, est-ce que l'avenir de la monétique, il est forcément attaché à une technologie, ou est-ce que l'avenir de la monétique, c'est d'organiser les paiements, les transferts d'argent, quelles que soient les technologies. Donc, je pense que l'avenir de la monétique, c'est d'embrasser les nouvelles technologies, ces nouvelles façons d'échanger de l'argent, ces nouvelles façons de payer, et quelles que soient les technologies. Mais quelles que soient les technologies, qu'on parle de WeChat Pay, d'Alipay, de LivePay, de Lydia, de Visa, de Mastercard ou de MV Pure, des gens, il y a une compétence qui est absolument nécessaire, qui est celle des monéticiens, qui est d'organiser l'interopérabilité, les services, l'expérience des utilisateurs, la satisfaction des clients, la rapidité des paiements. Et ça, c'est un métier qui va continuer, quelles que soient les technologies. Je pense que l'erreur serait de se dire non, on veut absolument garder nos vieilles technologies parce qu'on les maîtrise et on ne veut pas bouger. Et donc, on va continuer à mettre des barrières pour que les autres n'arrivent pas. Ils arriveront quoi qu'il arrive. Et le métier des monéticiens, mais beaucoup ont déjà passé le pas et sont déjà qui sur Android, qui sur autre chose, etc. Donc, c'est un mouvement enthousiasmant. Moi, je trouve que c'est un bon mouvement. Merci. Alors, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Un grand merci à vous, Lionel, Guillaume aussi, d'avoir donc mené cette brillante présentation. J'ai des commentaires pour vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Super intéressant. Merci. Excellente présentation. Brillante présentation. Voilà, je continue pas, ça va aller. Merci beaucoup. Merci Sophia, merci à tous. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de parler, de nous avoir donné cette tribune. Et on est très heureux de partager. Et on est sur LinkedIn, sur les réseaux, partout. Si vous avez des questions ou si vous avez des volontés d'interagir avec nous, on est tout à fait disponible à parler à tout le monde, à discuter et à continuer à faire avancer ce petit sujet. Merci à vous et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue au sein de l'association du paiement de manière officielle. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée à tous et merci aux participants. Au revoir. Au revoir.